Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un grand entretien que nous vous proposons avec Hubert Haddad. J'espère que vous le connaissez tous. J'espère, oui, parce qu'il faut le connaître. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut faire vite pour découvrir cet imaginaire. Alors, on va parler de l'imaginaire au pouvoir. C'est ainsi que nous avons intitulé cette rencontre, cet entretien. Hubert Haddad, romancier, poète, essayiste, historien d'art, peintre, artiste et intellectuel engagé, auteur d'une œuvre foisonnante, recueil de poésie, nouvelles, romans, essais, théâtre. Il a investi tous les genres. Et il continue. Depuis Un rêve de glace chez Albin Michel en 1974, je crois qu'il y a d'autres choses avant, jusqu'à Corps désirable, Emma Paris en 2015 aux éditions Zulma, en passant par Palestine, prix des 5 continents de la francophonie, prix Renaudot Poche, Opium Poppy en 2011, Le peintre d'éventail 2013. C'est une littérature de l'imaginaire qu'il livre à ses lecteurs. J'ajoute qu'il est aussi le fondateur et rédacteur en chef de la revue Apulée que vous trouverez aussi ici avec toutes les œuvres de Hubert Haddad. Voilà, donc d'ailleurs, ce serait sympa qu'on me ramène un exemplaire de la revue Apulée chez la libraire qui est très gentille, qui m'a passé des livres. Hubert Haddad, tu as dit un jour que tout est né de la poésie. Tout est né de la poésie. Est-ce à dire qu'elle explique le monde? Tout est né des langages, dans le cadre, dans l'espace qui nous concerne, c'est-à-dire la planète Terre avec l'humanité. Donc tout est né de la parole, du langage, de l'espace symbolique. C'est né nulle part ailleurs. Sinon, ça n'est pas né, ça existe. Dans le monde animal, on ne se pose pas la question de l'existence. L'existence, elle est un fait naturel. Mais il y a eu, à un moment donné, dans la planète Terre, sûrement dans des milliers d'autres planètes, un phénomène, une sorte de drame, et qui fait que tout d'un coup, eh bien, on se retourne sur soi-même et on invente le miroir. Et dans ce miroir, on découvre qu'on existe. Parce que dire le cogito, c'est très bien, mais le cogito, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retourne sur soi et on est dans la surprise, dans l'étonnement, dans la sidération. Et après, on va gérer la sidération et la surprise. On va la gérer, et c'est le monde, et c'est la civilisation, les cultures. Sauf qu'évidemment, on essaye de modérer le phénomène. Et on finit par tous s'endormir, par n'être plus surpris. Alors la poésie, comme disait Paul Valéry, c'est la surprise. C'est la surprise. Il faut toujours se surprendre de manière... il faut toujours redoubler l'état de présence. Si on est dans la présence, on est dans le sommeil. Mais pour qu'il y ait création, pour qu'il y ait invention, il faut évidemment redoubler les choses, c'est-à-dire remettre tout en question en permanence. Si on ne remet pas les choses en question, on s'endort. Cela veut dire qu'on interroge ce mystère du monde? C'est une interrogation permanente. Mais tout le monde interroge le mystère du monde, dans la proximité ou dans des lointains, dans le demi-sommeil ou bien dans l'urgence. Et c'est pour ça qu'on est dans des inquiétudes les uns et les autres, et puis qu'on voudrait souvent, pour des motifs extérieurs, qui sont liés à l'histoire qu'on vit, qui sont liés aux accidents de l'histoire. L'histoire, c'est accidentel. Alors, surtout en Occident. On peut trouver une tranquillité en Orient. Accidentel Occident, Orient orifère. On est sur les qui-vive quand on est dans
dans le travail pour penser le monde. On n'est pas dans la paix, on n'est pas dans le bonheur. Le bonheur, c'est bon pour les collaborationnistes. La littérature du bonheur en France, la plus belle littérature du bonheur, et c'était assez joli. C'était entre 1940 et 1945. Chardoun, il y avait vraiment une belle littérature du bonheur parce qu'on ne voulait plus rien voir, on voulait dormir. Parce qu'on ne voulait plus rien voir. Évidemment, à côté de ça, il y avait le capitaine Alexandre, il y avait la résistance. Et il faut toujours être résistant. L'art, la littérature, la poésie, c'est la résistance. C'est la résistance et le fondement. Ça fonde nos représentations. Ça fonde nos représentations pas de manière obtuse. Ça les fonde dans notre interrogation, dans notre questionnement. Interrogation, questionnement, nous sommes dans l'imaginaire. Et quand on dit littérature de l'imaginaire, est-ce que ce n'est pas réducteur ? C'est le contraire. L'imaginaire englobe toutes les représentations. Et il y a des réalismes, et les réalismes sont liés à... Les réalismes sont toujours des réductions. Mais c'est intéressant, le réalisme. Heureusement qu'il y a le réalisme, parce qu'il faut parler. Il faut être dans une connivence et dans un accord avec le lecteur, avec l'autre, dans le travail qu'on l'on fait. Mais le réalisme est à peine une sous-préfecture des immenses espaces de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est tout. Et l'imaginaire englobe toutes les réalités. Parce que la réalité, on l'explore. Et puis, on est là aujourd'hui dans une réalité qui est une nuance, disons, des immenses espaces de l'imaginaire. L'imaginaire n'est pas l'imagination. L'imagination, c'est un outil. L'imaginaire, c'est une réalité. C'est la réalité à laquelle nous appartenons tous. C'est pas... On dit que la raison est la chose du monde la plus partagée. Je ne crois pas. Je crois que c'est l'imaginaire. La raison, il faut travailler pour accéder à la raison et pour pouvoir être dans une concertation vigilante. Mais l'imaginaire, c'est notre espace à tous. Quand vous rêvez, quand on est dans le songe, dans le rêve, eh bien, on traverse comme ça des cités, des espaces fabuleux, et tout ce qu'on traverse, on revient, on dit « Ah oui, j'étais dans une ville, mais une ville, jamais j'ai vu une ville comme ça dans tous mes voyages touristiques. J'ai rencontré... et pourtant, c'est chaque individu avec sa cervelle, avec sa propre finitude apparente, qui a créé tous ces lieux et espaces qu'un écrivain ne saurait jamais, qu'un artiste, qu'un peintre ne saurait jamais représenter, tellement c'est fabuleux. Donc la fable, l'immensité de ces espaces imaginaires est en chacun de nous. Et on n'a pas à être intimidé devant le travail que font les artistes. On doit simplement se souvenir que ce dont on nous parle, ce qu'on veut nous représenter, c'est ce qui est au fond de chacun de nous. Maintenant, l'imagination, évidemment, on a besoin. L'imagination, c'est un travail, c'est un outil. L'imagination, c'est la petite barque sur l'océan de l'imaginaire. Il faut traverser cet océan, il faut l'explorer. Alors, quand on parle d'imaginaire, d'imagination, ça m'évoque ce roman, Le peintre d'éventail, où tu parles du Japon. Et dans ce roman, il y a un séisme qui intervient dans ce Japon. Et là, l'interrogation, est-ce que tu as mis les pieds au Japon pour écrire? Est-ce que tu t'es baladé dans ce pays? Est-ce que pour écrire ce roman? J'étais au Japon il y a 5 jours, où je faisais un atelier de haïku au japonais. Il y a 5 jours, j'étais encore au Japon. Mais c'est vrai que
Le Japon est venu dans mon travail de façon très mystérieuse et pour moi, non, je ne suis pas allé au Japon. Je suis allé dans d'autres pays et j'ai écrit Le Peintre d'éventail un peu au retour d'un voyage en Haïti, où j'ai découvert Mackenzie et quelques autres là-bas, des poètes importants, des écrivains. Et la ville, Port-au-Prince, était à plat, comme ça. Tout était détruit. Mais on a vécu quelque chose qui n'était pas triste là-bas, dans ces rencontres. Retour à Paris, peu après, il y a le séisme, le tsunami, Fukushima. Et j'ai toujours été passionné par le haïku. Dans le nouveau magasin d'écriture, il y a des chapitres sur le haïku que j'ai travaillé. J'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture parce qu'un écrivain, un poète, bon, il a besoin aussi de rencontrer les gens. J'ai travaillé avec tous les publics en maison d'arrêt. J'ai travaillé 15 ans dans les prisons. J'ai travaillé en hôpital psychiatrique pendant 10 ans. Et puis avec les enfants. Et avec les enfants, un bonheur, c'est de leur faire écrire des haïkus. Et faisant écrire, on écrit soi-même. Parce qu'il faut... C'est un échange. Et puis j'ai beaucoup appris des enfants. Parce que les haïkus, l'instant présent, les enfants, ils ne connaissent que ça. Nous, on a perdu le sens de l'instant présent. Les enfants, non. C'est très... Et d'ailleurs, les enfants, ils comprennent tout de suite. On leur écrit il y a une littérature pour enfants, c'est parce que c'est pour la complicité parent-enfant. Mais par exemple, j'étais à Charleville-Mézières, et à Charleville-Mézières, j'ai vu tous les cours moyens, CM2, je ne me souviens plus, voilà, entre 8 et 10 ans, et on a travaillé, on a écrit autour de Rimbaud. Il y a le cimetière penché, là, il y a la tombe de Rimbaud. Et on a écrit autour de Rimbaud. Et quoi? Qu'est-ce qu'on a pris? On n'a pas pris le Dormeur du Val, on n'a pas pris le buffet. C'est un buffet bien vieux. Non, mais les illuminations. Et si on met chacun en situation de n'être plus dans l'inquiétude du sens, dans l'univocité du sens, on est dans la poésie. La poésie, c'est d'abord ça. Et les enfants ont écrit à travers les illuminations des choses splendides, comme ils ont écrit des haïkus. Bon, bref, de retour à Paris, je me suis mis à écrire des haïkus. J'ai écrit 1000 haïkus. Jusqu'au moment où quelqu'un me dit, de bien intentionné, me dit, mais pourquoi tu as écrit des haïkus? C'est un peu absurde. Tu vas pas finir ta vie. La vie est courte à écrire des haïkus. Et je me suis dit, c'est pas moi qui ai écrit ces haïkus, c'est un personnage. C'est Maître Ozaki, c'est Matabe Réen. C'est les personnages du roman. Et c'est comme ça que le roman est né. C'est que j'étais dans une sorte de trouble entre deux séismes et qui me conduisait nulle part. Et j'ai écrit... Et puis ça s'est transformé en roman. Parce que le roman c'est toujours le dernier recours. Le premier, l'ultime, le dernier recours. Je disais hier que le roman est un trou noir. Aujourd'hui, tout le monde ne lit que des romans. Qui a lu une pièce de théâtre, un recueil de poèmes? On ne lit que des romans. La librairie, les éditeurs, ils ne veulent pas entendre parler d'autre chose. Dans le roman, il y a tout, bien évidemment. Dans le roman, vous lisez Thomas Mann, vous êtes en philosophie, vous lisez Dostoïevski, c'est des pièces de théâtre qui n'en finissent pas, les frères Karamazov. C'est que du dialogue. Et vous lisez Hermann Brock. Eh bien, Hermann Brock, c'est un long poème, La mort de Virgile. C'est un splendide, unique, admirable poème. Et alors, évidemment, je suis revenu à ce qu'on à ce qu'on me demande et à ce que moi-même je m'impose. C'est cet espace
magique où on peut faire un accord avec le lecteur, avec l'autre, avec soi-même. Être dans cette espèce de grand mystère qui fait qu'on crée un objet et qui est pareil au monde et auquel si on aboutit, plus ou moins, qui devient extérieur à vous, on va adhérer, il y a un pacte de crédulité. Coleridge le disait la chose autrement. Et c'est comme ça que j'ai abandonné. J'aurais pas dû les haïkus. En tout cas, tu parlais de magie, mais à propos de ce livre, moi je vais parler de magie, puisqu'il y a un professeur de l'université à Waseda de Tokyo, Hidehiro Tachibana, qui a écrit la chose suivante. Je le cite, Hubert a décrit un séisme dans le roman Le Peintre d'Éventail. Ça doit être la force magique de ce roman qui a causé un autre séisme quand il est arrivé. À Kyoto, ça a un peu frémi, mais c'était plus bas. Bon, mais j'étais inquiet, je t'envoyais des mails et tout ça. Bon. Et donc, tu réclames précisément, en parlant d'imaginaire dont tu parles, l'imaginaire est total et libre, c'est la liberté complète. L'imaginaire, c'est notre espace. Qu'est-ce que ça veut dire la réalité la réalité reprise de manière, dans le cadre, au moins dans le cadre romanesque. Le réalisme, c'est un moment de cet immense espace de l'imaginaire. C'est un moment, et il y a donc des réalismes qui se succèdent. Et le réalisme le réalisme, par exemple, de la Bhagavad Gita n'est pas celui de Flaubert. Mais pourtant, dans les grandes œuvres ou mystiques ou narratives, eh bien, Homère est réaliste. Homère croyait à ce qu'il racontait. Les dieux étaient là. Les incarnations, nous avons des incarnations aussi, et nous croyons à des fantaisies, et nous incarnons dans notre réalité, dans le réalisme post-flaubertien, disons, eh bien, nous sommes dans des effets de loupe parfaitement relatifs et qui deviendront illusoires. Alors, il faut se recentrer et savoir que nous sommes dans l'invention, que l'humain est dans l'invention, que tout ce qui nous entoure est invention. Mais que dans cette invention, on peut apporter, évidemment, un petit peu de raison. Et ça, c'est essentiel. Ce qui se passe là avec ce qui inquiète tout le monde, c'est une forme un petit peu comme ça de dérive, hallucinatoire. Ça n'a pas de réalité. On est confronté à un phénomène qui, dans le cadre en tout cas, de la réalité historique et économique, ça, c'est indubitable. Celle-là, on la connaît. On doit travailler avec ça. Mais tous ces jeunes hallucinés qui partent, par exemple, en Syrie, eux, ce sont des sortes d'enfants soldats. Et on dit, les enfants soldats, il y en a partout dans le monde, n'est-ce pas? J'ai écrit un roman qui s'appelle Opium Poppy, où j'étais allé au Rwanda. Je pensais situer ce roman là, au Rwanda, aux frontières du Congo, avec des amis écrivains du Sénégal et du Togo. On avait parcouru et je voulais écrire ce livre-là. Je n'ai pas pu. Je l'ai déplacé, c'est l'Afghanistan. Mais ce qui est mythologie et ce qui est acceptable, à un moment donné, les enfants, les petits talibans, les enfants captés, dans le cadre de ce qui se passe, tellement ça qui vient nous prendre de plein fouet et nous mettre en danger,
tout d'un coup, il y a une réaction de peur, de panique, qui est de l'ordre aussi de l'imaginaire. Nous ne sommes pas sous les bombes, nous ne sommes pas dans des réalités que nous avons vécues les uns et les autres, comme par exemple en 1914-18, où 8000 jeunes gens étaient massacrés tous les jours. Et cela, nous étions dans une belle hallucination collective où nous trouvions que c'était bon pour la patrie, alors que tout était mis en œuvre par des monstres. Et les monstres, c'était les tenants de la grande bourgeoisie et du capital. Donc il faut toujours revenir à cette grande étrangeté que sont nos réalités. Nous sommes dans un espace d'imaginaire où nous pouvons travailler, travailler de manière rationnelle, intelligente, mais sans nous limiter à la simple raison. Si nous nous limitons à la simple raison et si nous sommes captés, nous devenons totalitaires. Nous acceptons le pire. Il y a une invention admirable qui est une invention. Si on l'analyse un peu, on se demande quel est son degré de réalité. Mais il y a une invention admirable qui est née ici et là, particulièrement en Occident, c'est la liberté. La liberté est la plus belle invention humaine. La liberté est la plus belle invention humaine. Vous avez raison, humaine, mais il y a dans la littérature tout un mouvement qui parle de la position du créateur, le romancier, le poète, d'où il parle. D'où il parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler en connaissance de cause ou pas? Et là, tu nous dis, toi, que l'imaginaire est totalement libre. L'imaginaire est l'espace qui appartient à tous. C'est la Absolument. chose, c'est l'imaginaire, la chose du Nous monde l'avons la bien plus compris. partagée. Mais Et personne n'a de pouvoir a priori sur l'imaginaire. C'est-à-dire personne n'est garant de l'imaginaire. Nous naviguons sur l'océan de l'imaginaire, les uns et les autres. Mais à tout moment, quelque chose échappe. Écoutez, il y a les réalités économiques, il y a les crises, il y a des phénomènes aberrants liés à ces situations qui, elles, sont objectives, qu'on peut analyser. Et ces phénomènes aberrants, irrationnels, eh bien, affaire à cet imaginaire. C'est pour ça que on ne doit pas se cantonner dans la pauvreté du réalisme. On doit toujours être attentif à tout ce qui se passe, à tout ce qui advient. Il y a un romancier qui a pu aliéner des millions de personnes. Un romancier qui s'est dit qu'il n'avait pas assez de lecteurs de science-fiction. Et puis, tout d'un coup, une idée lui est venue. Et il s'est dit, ces lecteurs que j'ai, qui sont enthousiastes, mais j'en ai pas assez, je peux en faire des militants, je peux en faire des petits soldats. Ron Rubart, la scientologie. Eh bien, la scientologie, c'est un romancier qui a créé Il y a des églises encore un peu partout, en Amérique, un peu ici et là. Cette chose-là, il faut y penser, y réfléchir. Donc il faut l'imaginaire, qui est notre lieu, notre espace, les artistes, les poètes sont là pour mettre en garde et pour inventer, pour renouveler. L'imaginaire ne peut être que critique. L'imaginaire ne doit pas être abandonné aux politiques. Il ne doit pas être abandonné aux saltimbanques de la politique. Il faut travailler un imaginaire critique. Mais cet imaginaire critique laisse ouvertes toutes les portes. Et je parlais de liberté, c'est la seule jauge. La liberté, bien entendu que la liberté, il y a la pesanteur, il y a les déterminismes de tous ordres, il y a
mais on est libre avec sa vie, avec son être. On est libre d'inventer, on est libre de refuser, on est libre de mourir. Il y a cette liberté qui est vraiment l'ombre portée de cette monstruosité que nous partageons tous. On dit les monstres, mais nous sommes tous capables de ça. Vous savez, il y a certaines expériences qui sont faites, certaines où on convoque un certain nombre de personnes et puis on leur demande des choses. Et puis comme il y a l'autorité, eh bien, on s'abandonne à l'autorité. On s'abandonne à l'autorité jusqu'à être complice du pire. Et ça, on le voit en permanence. On est prêt à être complice du pire. Et l'exaltation de la liberté, c'est jamais accepté. L'autorité doit être toujours mise en question à tout moment. À tout moment, l'autorité doit être mise en question. C'est notre sauvegarde d'être humain. En revenant à toi et ton parcours d'écrivain, de poète, tu nous disais à l'instant que tu es parti en Haïti, que tu as écrit sur le Japon. Tu es parti au Rwanda, tu as écrit sur l'Afghanistan. Je suis allé en Inde. Est-ce que tu vas écrire sur je suis allé plusieurs fois là-bas. Je suis allé plus longtemps. Je suis allé sur place à la recherche du royaume de Kranganor. Et j'arrive pas à l'écrire parce que je n'arrête pas d'aller là-bas, d'aller enquêter à Cochin, c'est dans le Kerala. Il y aurait eu un naufrage au temps du temple, comme ça, un premier naufrage, et puis des Hébreux, des Juifs se sont retrouvés là et ont demandé au Raja s'il y avait un peu d'espace pour eux. Et il lui a dit, c'est quoi expliquez-moi d'abord qui vous êtes et qu'est-ce que c'est vos dieux. Et évidemment, Jéhovah, c'est Brahma, c'est un avatar de Brahma. Donc là, Jéhovah, aucun problème. Et on leur aurait donné un territoire. C'est semi-mythique. Probablement, il y a dans toutes les légendes qui perdurent, il y a forcément une part de vérité. Et sur ces côtes, à Cochin, il y a une synagogue, la synagogue bleue, qui est une merveille. Lorsqu'on a visité 50 temples tout enduits d'huile et de beurre, avec toutes ces divinités, on se retrouve dans un lieu comme ça, très, très, très joli. J'adore les temples hindouistes. Mais cette synagogue, il y a un beau mystère là. Et tout le monde est parti. Il n'y a plus beaucoup de juifs à Cochin. Il n'y a que des vieux. Et pour faire la grande prière, le minyan, pour faire la grande prière, il faut être 10. Et le roman, ça fonctionne comme ça. Je raconte mon roman que je n'arrive pas à écrire. Et à 9 vieillards. Et mon personnage qui est venu, qui n'en pouvait plus de ce qui se passe en Israël et sur les territoires, il n'en peut plus. Il est musicien, il se promène, il est invité. Et puis, comme ça, dans ses pérégrinations, il se retrouve dans cette synagogue. Et il y a 9 vieillards. Ils lui disent, viens, on a besoin de toi pour faire la grande prière. Là-bas, c'est le judaïsme antirabbinique. Il y a plusieurs judaïsmes. Et puis là-bas, en Inde, il y a des juifs noirs et des juifs blancs. Il y a des castes, même chez les juifs. Et chaque vieillard va lui raconter le royaume de Kranganor, l'un après l'autre. J'ai pour l'instant la première histoire. Il me manque 8. Vous avez eu le privilège d'entendre les prémices d'un roman. Je ne sais pas s'il aura lieu. Apparemment, il a dit j'arrive pas à l'écrire. Et la Tunisie. Parce que j'y vais. Et la Tunisie. La Tunisie. Oui. Pourquoi il n'y a pas la Tunisie? Mais j'écris avec une légende. Encore les légendes, c'est bien. Et puis j'ai pu écrire sur la Tunisie que je connais. J'y suis né. J'ai pu écrire parce que je suis remonté au XIIIe siècle, après Jésus-Christ. Parce que je me suis souvenu de Saint-Louis. Et
à Sidi Bou Saïd, il y a une légende que les pères blancs, les pères blancs racontent. C'est surtout eux qui détiennent. Mais ça, on raconte cette histoire souvent. Vous savez, dans l'islam, celui qui est saint ne peut pas être crucifié. C'est pas possible. Donc il s'envole direct au ciel. Et Saint Louis a fait sa dernière. Saint Louis, Louis IX, il a voulu retourner à Jérusalem. Il a voulu retourner là-bas. Il était mort de nostalgie. Il avait une nostalgie folle. Il est probable qu'il ait rencontré là-bas un grand amour. Et entraîné par son frère, le roi de Sicile, je dois préciser que précédemment, il écrivait des missives, il envoyait il envoyait des escortes à l'émir Al-Mostansir. Il lui disait, parce qu'il savait que dans la cour d'Al-Mostansir, il y avait une grande culture. C'est le XIIIe siècle, mais vous savez que du 8e jusqu'au XIIIe ou XIVe siècle, l'Alhambra a été construit au XIVe siècle. Il y a une culture incroyable. Et c'est la Renaissance, elle commence là, bien entendu. La Renaissance, toute la philosophie, toute la littérature, la poésie, c'était là que ça se passait, pour la transmission, pour eux-mêmes et pour la transmission. Et alors, il demandait au roi, à l'émir Al-Mostansir, de se convertir. Il faut vous convertir. C'est absurde, votre histoire, là. Vous ne croyez pas à la Trinité, vous ne croyez à rien, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Al-Mostansir, qui était un homme courtois, lui disait, si vous parvenez à me convaincre, je me convertis. Bien entendu, puisque je suis dans une aspiration de vérité, et je me convertirai. Et donc, on ne sait par quel détour, parce que l'histoire se fait aussi avec des fantaisies. Hein. Probablement, il aurait pu dire à son frère, le roi de Sicile, non, je vais direct, je vais où je dois aller, libérer la Terre Sainte. Et non, il fait un détour par Carthage, par la Tunisie. Les armées s'installent, la peste. On appelait peste toutes les maladies épidémiques. Tombe sur ses troupes. Et la légende, c'est que Saint-Louis n'est pas mort de la peste, ou de la diphtérie, ou de ce que vous voulez. Il y a un berger qui lui ressemblait étrangement, qui était malade. Vous connaissez la fable de La Fontaine, tout le monde était frappé. Et lui aurait mis les habits du berger et serait monté à Sidi Bou Saïd, où là, une femme très belle, soufie, maître dans le soufisme. Le soufisme, c'est la mystique dans l'islam. Le problème avec les fondamentalistes, c'est que la mystique, c'est s'identifier à Dieu. Et ça, c'est une abomination pour les fondamentalistes. Dieu, c'est l'autre. Dieu, c'est la castration. Dieu, c'est... Et donc, il y a tout un vrai drame avec le soufisme, qui est pourtant la vie même, le sang de cette civilisation. Et il se convertit. Saint-Louis s'est converti. Voilà, il s'est converti au soufisme, pas a priori à l'islam, mais à travers le soufisme. Et il est allé voir Al-Mostansir. Et d'une certaine manière, c'est la double conversion. C'est-à-dire que c'est lui qui va convertir l'émir au soufisme. L'émir qui est un soldat, qui est quand même dans une rigueur pour tenir son monde. Et cette histoire est tellement belle en soi et permet tellement de mettre en confrontation ces civilisations et puis comprendre tous les enjeux que j'en ai fait un roman qui est la double conversion d'Al-Mostansir. Je m'oublie quand tu parles bien. Alors, après, le Japon dans un autre roman, mais il y a ce roman qui est sorti juste après, Corps désirable, où il y a une histoire assez extraordinaire aussi. Là, c'est cette histoire de greffe. Et là aussi, ce que j'allais dire, c'est que on a l'impression que ça pourrait
être, mais en même temps, on pense que c'est quelque chose, une vue de l'esprit, c'est toujours de l'imagination. C'est l'actualité. C'est l'actualité. C'est pour ça que c'est l'actualité. Un jour, ce sera chose courante, ce sera démocratisé. C'est-à-dire, vous pourrez, lorsque vous sentirez que votre corps faiblit, vous pourrez vous en procurer un autre et faire une transplantation totale. En tout cas, il y a une équipe d'une centaine de chirurgiens à Turin qui se prépare à la première transplantation totale. Et au fond, pourquoi ça m'a interpellé de même que l'accident de la cordillère des Andes, vous vous souvenez, cet avion qui s'est écrasé, puis tout d'un coup, cannibalisme d'élus, de privilégiés catholiques qui vont se revendiquer de l'Eucharistie pour pouvoir manger et pour pouvoir aussi supputer sur la mort des plus fragiles. C'est Dieu nous a donné, voilà, on accepte. Et là, c'est un peu la même chose. C'est très... On parle d'identité, mais c'est quoi l'identité? C'est une douce rêverie, l'identité. D'où vous venez, d'où on vient les uns et les autres? On vient de mille dérivations. Simplement, on s'est crispé sur 3 générations antérieures, en général, mais à peine. Parfois c'est une, parfois c'est un peu plus. Certains aristocrates prétendent remonter à Clovis ou à Vercingétorix peut-être, je ne sais pas, mais c'est pas si loin. Hein. C'est pas si loin. L'humanité est là depuis depuis un million d'années peut-être dans ses formes primitives. Et puis, il y a cette étrangeté qui est ce désir comme ça absolu de se vouloir appartenir à un groupe, une tribu. Oui, une tribu d'une certaine manière. Alors évidemment, heureusement qu'il y a tout un travail pour passer de la nation ethnique à la nation civique. Mais enfin, là c'est autre chose. Là, tout d'un coup, le concept même de l'humain est remis en question. Parce que qu'est-ce que c'est un humain? Qu'est-ce que c'est un corps? C'est un corps dans sa globalité. Bon, il se trouve que j'avais fait un entretien de Jean Dosset, qui a eu le prix Nobel pour avoir découvert la possibilité même de la greffe, c'est-à-dire il a découvert qu'il y avait que le corps avait des capteurs et qui pouvait rejeter toute intrusion. Voilà, le corps humain a lui, dans sa réalité cellulaire, une vraie identité. Une vraie identité, à part le sang. Le sang, bon, il y a les groupes, mais là c'est assez facile. Mais sinon, on ne va pas introduire mais la greffe existe depuis très longtemps, mais de manière aléatoire. Par exemple, dans les champs de bataille, autrefois, il y avait les barbiers qui étaient là. Et puis, quand un nez était tranché, parfois l'idée venait au barbier qui était sur les champs de bataille de le recoller, de le remettre sur celui qu'il avait perdu. Et puis ça marchait. Puis il s'étonnait parce que si on prend le nez et puis on le met sur un autre, ça ne marchait pas. Et il a fallu du temps. Il a fallu que Jean Dosset découvre l'histocompatibilité pour que la greffe devienne une chose possible en chirurgie, vraiment. Et je l'ai longtemps interviewé. Avant lui, il y avait des chercheurs, des chirurgiens, des scientifiques qui y allaient comme ça, un petit peu au petit bonheur, comme Alexis Carrel, qui s'amusait à greffer des reins de chèvres et de porcs sur des femmes. Pourquoi sur des femmes, je ne sais pas. Mais sur des femmes qui avaient des problèmes rénaux dramatiques. Elles mouraient toutes. Et c'est ça la science. Hein. On procède par étapes. Ah, elles sont toutes mortes, on note. Donc il faut trouver autre chose. Et puis arrive Jean Dosset. Et puis ça devient un peu plus réalisable. Aujourd'hui, en Italie, il semble qu'on ait découvert des méthodes, des moyens pour que les moelles épinières soient raccordées. Les moelles épinières, c'est des millions de petits fébrilles, etc. Mais il y aurait des moyens chimiques, des matériaux chimiques, et puis aussi des bistouris transparents, vous voyez,
qui ne vont pas léser. Et bon, évidemment, comme j'ai pu y réfléchir, un romancier, il a le souci de la vraisemblance. Donc, il s'informe pas, il ne prend pas des notes pour bourrer son roman d'éléments scientifiques qui vont embêter tout le monde. C'est ce que disait un fameux romancier anglais dont le nom m'échappe à Garcia Marquez à ses débuts. Il lui disait la couleur locale, il ne faut pas bourrer. Quelques notations ici et là, et ça suffit. Donc, mais il faut être très informé. Il faut tout savoir pour pas se tromper, il faut être crédible, quoi. La vraisemblance, c'est important dans le roman. Et l'opération a lieu, elle réussit. J'ai décidé qu'elle réussissait. Probablement, elle ne va pas réussir tout de suite. Elle se fera l'année prochaine, la première. Il y a des candidats tétraplégiques, souvent. Et en soi, c'est intéressant. C'est peut-être qu'on va sauver quelque chose. Je dis en concurrence avec la bionique, parce que la bionique est quand même un peu plus avancée dans ce travail-là. Et imaginez qu'on vous greffe un corps. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Votre tête, qu'est-ce qu'elle est là, sur ce corps ? Elle est le greffon. Elle est forcément le greffon, parce que tous les influx hormonaux, tous les influx viendront du corps. Et il y a une mémoire du corps. Et on parle d'un cerveau cœliaque. Et la pensée, elle va être perturbée. On va être dans des dislocations identitaires. Et pour penser l'identité, pour penser cette espèce de concept, de grande illusion à laquelle nous nous raccrochons tous de l'identité, j'ai trouvé que c'était un bon sujet. Donc j'ai fait ce roman un petit peu sur un plan phénoménologique, où je me mets dans la peau du greffé, du transplanté plutôt. Et puis j'essaye d'imaginer ce qui lui arrive. Il y a son corps, il y a la découverte de ce continent, il y a tous les influx, il y a les troubles de la mémoire, il y a... Parle au micro. Ah, excuse-moi. Et puis, bon, bref, voilà, c'est pour ça que ça m'a intéressé, ce sujet. Bon, peut-être qu'on va lire un petit extrait, non ? Tu voudrais bien ? Non, je vais lire simplement le prologue. Voilà, très bien. Qui dit bien. Et il y a un écrivain que j'aime beaucoup, c'est Joseph Joubert. C'est un grand bonheur de lire Joseph Joubert. Il n'appartient qu'à la tête de réfléchir, mais tout le corps a de la mémoire. L'immortalité n'aura bientôt plus de secret pour l'homme. Nous l'avions déjà découverte à l'état naturel, chez une insignifiante méduse sans cœur ni cervelle, la Turritopsis, qui, une fois atteint un seuil critique de maturité, voit son cycle de vie s'inverser, revenir à l'état juvénile, avant un nouveau déclin, et cela indéfiniment. Tout ce que promettent les sciences se réalisera fatalement. En concurrence probable avec la bionique, d'ici quelques années, la chirurgie transplantatoire saura reconstituer l'homme intégral, comme dans certains romans gothiques. Bienheureux ou martyrs, quelques élus pourront ainsi vivre plusieurs vies successives avec une seule et même tête, en éclaireur d'une humanité pérenne. Quant aux questions des usages du corps amoureux et de l'intégrité de la conscience ou de l'âme, il faudrait pour y répondre en faire soi-même l'épreuve charnelle, en cobaye de l'éternité. Un jour peut-être, bien plus tard, si la biodiversité l'autorise, quand l'espèce humaine en coma dépassé aura remonté à bloc l'horloge de l'Apocalypse, les enfants et les idiots se demanderont avec une candeur intacte ce qu'était le monde avant la création de l'homme. C'est un roman merveilleux, merveilleux. Alors, avant de prendre 2 ou 3 questions moi, du public, j'ai aussi une question allez, voilà. Tu écris des romans, de la poésie, du théâtre, des nouvelles, des essais.
C'est un besoin de se diversifier comme ça dans tout le domaine de la littérature. Non, c'est pas un besoin, c'est normal. Tous les écrivains devraient faire ça. Il y a eu une prise de pouvoir de l'édition commerciale sur les écrivains. Autrefois, eh bien, les écrivains, ils écrivaient du théâtre, ils écrivaient des romans, pas forcément que des romans. D'ailleurs, le roman était parfois secondaire, des nouvelles. Ils réfléchissaient. Prenez en exemple, évidemment, c'est un exemple, c'est un bel exemple, c'est Victor Hugo. Dans Victor Hugo, eh bien, on est un petit peu, vis-à-vis de Victor Hugo, dans une méconnaissance un peu hautaine maintenant, aujourd'hui. Ça ne vient pas seulement des surréalistes. Hein. Victor Hugo est bien surréaliste quand il n'est pas bête. Surtout quand il est bête, il est surréaliste, Victor Hugo. Et parce que lisez Promontarium Somni, c'est génial. C'est le 5e manifeste du surréalisme. Il y a tout dans Promontarium Somni, dans le promontoire du songe. Lisez Fleurs de Victor Hugo. C'est une prose admirable. Jean Genet, tout Cocteau sont dans Fleurs de Victor Hugo. Donc, on nous impose le roman. La situation est telle qu'aujourd'hui, tout le monde veut lire des romans, tout le monde veut s'identifier, tout le monde veut rentrer dans l'histoire, tout le monde veut. Et le roman même va vers une certaine anémie, puisque ce pacte de crédulité dont je parlais, eh bien, il y a trop de travail dans les romans d'imaginaire, de grand imaginaire. Je pense évidemment aux Sud-Américains, mais pas seulement. Alors on veut encore plus se rapprocher de cet intime, et c'est la vogue de l'autofiction. Mais l'autofiction, ça va nulle part. Déjà le nouveau roman, ça n'allait nulle part. Maintenant, c'est devenu le nouveau roman un objet d'étude universitaire. Ça l'a toujours été d'ailleurs. C'est l'université qui a promu le nouveau roman après la guerre, entre la guerre d'Algérie et l'occupation, disons. Et on ne voulait plus, dans les années 50, entendre parler de l'homme. L'homme, c'est celui qui a trahi, qui a collaboré. Beaucoup de ces auteurs du nouveau roman, d'ailleurs, ont écrit leur mémoire et ont avoué que leur papa était un petit peu collaborateur, un peu vichysois. Donc, et on était dans une littérature comme ça, où l'homme était exclu de l'objet. Et puis ça s'est enclenché, ça s'est poursuivi, et jusqu'à ce que cette forme romanesque disparaisse pour une sorte de journal intime, un peu managé, un peu narrativé, où on se met dans la complicité un petit peu tranquille, et un petit peu, un petit peu, je ne sais pas quoi dire, mais probablement dans cette littérature intimiste de l'autofiction, qui peut être violente, hein, bien entendu. Il y a quelques chefs-d'œuvre. Déjà, Montaigne faisait de l'autofiction à sa façon, ou bien, pour être plus près de nous, il y a L'Âge d'homme de Michel Léris et quelques autres très beaux livres. Mais c'est la dimension envahissante qui est symptomatique et qu'il faut interroger. Ce n'est pas le fait qu'on écrive sa vie et puis qu'on se déballe et qu'on se pose en anti-héros, en demande d'amour. C'est pas ça. C'est que ça envahit la librairie. Ça devient inquiétant. Est-ce que j'ai répondu? Oui, ça va. Alors, il y a quelque chose que tu fais, peut-être que le grand public ne le sait pas, c'est que tu es peintre aussi. Tu peins. J'avais un frère qui était peintre. Moi, je dessine et je peins dans les marges. Je dessinais quand j'avais 20 ans, puis j'ai un frère qui est parti en Israël dans les kibbutz, qui a traversé qui ensuite a quitté les kibbutz et puis qui est allé à enseigner aux Beaux-Arts de Jérusalem et qui peignait, qui militait pour la paix et qui un beau jour s'est suicidé avec un fusil de chasse parce qu'il n'en pouvait plus de ce conflit, de ce monde. Et j'ai arrêté de dessiner pendant des années, et depuis très peu de temps, je me suis remis en pensant que tout le monde... c'est comme si je voulais lui laisser
la peinture, ce lieu de reconnaissance, d'identification, mais il n'y a pas de lieu d'identification. Tout le monde peint, tout le monde écrit, il n'y a pas de... c'est pas... Peut-être qu'un jour, on pourra voir une exposition de Hubert Haddad. On va prendre quelques... Je voudrais surtout faire une exposition de mon frère. Et je travaille à faire une exposition, une rétrospective à Jérusalem. C'est merveilleux. Et on ira là-bas la voir, tous. On peut prendre 2-3 questions avant de laisser Hubert aller signer ses livres. Et franchement, allez-y, précipitez-vous. Parce que c'est des textes magnifiques. Quelques questions dans la salle? Il y a un micro. Oui, il y a madame ici. Quand vous étiez enfant, quel était votre rapport avec les mots, les langues et l'imagination? Quand j'étais enfant, je venais de Tunisie, donc j'avais, quand mes parents, qui étaient de... Ma mère était d'origine par sa mère, d'Algérie, Constantine. Mon père était vraiment de la Tunisie. La Tunisie, et ce sont d'un côté des séfarades, c'est les Juifs qui sont venus probablement pour l'Algérie d'Espagne au 14e siècle. Et du côté de mon père, ce sont des Berbères. C'est des Berbères d'Imizé, juifs d'Imizé. Ils auraient pu être convertis, parce que qui sont les Arabes, qui sont les musulmans, qui sont les Juifs, c'est tout un mélange. Il y a eu l'arabisation, c'est 20 000 cavaliers qui ont déferlé et qui ont converti les Berbères. Il y a eu des combats. Et bien entendu, il y a eu des combats qui ont duré des années, du côté berbère, kabyle, pour revendiquer, pour refuser l'acculturation, si vous voulez, pour une autre culture. Mais là, du côté de mon père, eh bien, c'était dans ce qu'on appelle la Hara, dans la Médina de Tunis, les gens les plus pauvres, les plus qu'on puisse imaginer. Mais ils ont décidé de partir. Ils ont décidé de partir parmi les premiers. Il n'y avait pas à Belleville, Ménilmontant, ils n'étaient pas nombreux. Et il n'y avait pas de livres, ils parlaient arabe entre eux. Il n'y avait pas de culture. La culture, elle était tout en fond d'eux-mêmes, tout au fond, intransmissible. Et à nous, ils nous parlaient. Ils ne voulaient pas nous transmettre même l'arabe. Ils parlaient arabe entre eux, mais à nous, rien. Et on s'est retrouvés dans le Paris de la guerre d'Algérie, bientôt, le Paris glacial. Et il y avait l'école publique et obligatoire. Et on était considérés comme de drôles d'oiseaux. Je me souviens que quand il fallait que je dise mon nom, tout le monde se retournait. Haddad, ça n'existait pas encore. Mais c'est comme ça que petit à petit, grâce à mon frère aîné, Michel ou Michael, qui avait 3-4 ans de plus que moi, qu'il y a la découverte un beau jour de la poésie, par la poésie. Oui, ici. Vous avez parlé tantôt de l'autorité. Toutes les religions du monde prêchent le respect de l'autorité. Les religions. Je n'ai pas compris. Exactement. Les religions prêchent le respect? Toutes les religions prêchent le respect de l'autorité. Oui, mais évidemment, toutes les religions sont là, prêchent le respect. Mais les religions sont des phénomènes culturels. Et les religions sont aussi dans une dialectique. Le christianisme qui sort du judaïsme, eh bien, il est dans une dialectique, tout inspiré des gnoses, de l'orphisme, de ces mysticités qui travaillaient l'Orient à cette époque, la Méditerranée. Eh bien, on arrive à l'apparition de cette merveilleuse figure qui est le Christ, qui est une sorte d'Osiris ou d'Orphée, et qui renvoie au Bouddha, bien entendu. Et c'est Max Weber
qui a réfléchi en étant lui-même bien informé de la culture progressiste, marxiste. Il avait lu Marx, et qui a montré comment, en prenant le point de vue, en s'appuyant sur le puritanisme aux États-Unis, sur le protestantisme, le puritanisme aux États-Unis, comment la religion, elle est aussi un facteur d'évolution, parce que la religion participe à tout un travail comme ça de transformation du monde. Et les religions, peut-être, sont là pour nous provoquer à leur échapper et à les transcender pour plus de réflexion et plus de prise en compte des conflits et des réalités sociales. Et comment, si on s'enferme dans la religion, on devient évidemment un puritain, on devient un dogmatique, mais c'est par les religions aussi qu'on apprend tout au fond des civilisations, depuis le plus profond des civilisations, qu'on apprend ce qu'a été l'histoire du monde, des mondes. Encore une question, et puis... Moi, je ne suis pas religieux, je suis d'aucune religion, mais ça m'intéresse, toutes ces mythologies. Moi, j'ai bien aimé quand vous parliez de vivre notre imaginaire. Et je trouve qu'il y a dans ce monde aujourd'hui des gens qui se lèvent aussi. Il y a les indignés en espagnol, la nuit debout en France. Voilà. Et puis, quelque chose qui m'a surpris, une affirmation par rapport à des gens qui vivent le débat dans Nuit debout. Un homme politique a dit, c'est des gens qui n'ont rien dans le cerveau. Oui, on connaît l'homme politique, qui n'a pas une boîte crânienne. Ça m'a totalement révolté, et c'est une violence incroyable. C'est vrai. Mais, tiens, tu vas parler d'Apulée, c'est à moi, j'ai assez parlé. C'est toi, c'est toi. Parle un peu d'Apulée, s'il te plaît. Oui, Hubert est fondateur et rédacteur en chef de la revue Apulée. On est un collectif. Mais bon, il faut bien quelqu'un pour rassembler les petits bouts de ficelle. Avec Jean-Marie Blas de Robles, qui est là, que vous allez entendre l'après-midi, avec Abdelatif Labi, Catherine Point-Humbert. Voilà, c'est un groupe d'amis qui, avec Hubert. Non, c'est bon, c'est toi. Le grand entretien, c'est avec toi. Ah non, c'est toi qui parles. Voilà, Apulée. On en a parlé un peu. On était en comité, dans un petit comité. On a décidé de lancer une revue. Une revue qui a 400 pages, et qui est décentrée, qui part du Maghreb. Et le Maghreb est très impliqué. Il y a beaucoup d'écrivains du Maroc, surtout d'Algérie pour ce numéro. Pourquoi se décentrer ? Parce que se décentrant, eh bien, tout d'un coup, la parole se retourne sur elle-même, et puis s'inquiète de ces péremptions, de ces affirmations, et puis interroge ce qui l'entoure. Alors évidemment, partant du Maghreb, il y a l'Afrique qui est là. Il y a des écrivains du Soudan, d'un peu partout. Il va y avoir dans les prochains des écrivains du Cameroun, du Sénégal, parce que l'Afrique, le monde n'est pas... On voulait sortir de Saint-Germain-des-Prés, vous voyez, et alors nous déplaçant et interrogeant le monde est convoqué. Et pourquoi ? Pour dire qu'on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas s'enfermer, on ne doit pas jouer les faux nihilistes. Même Sioran n'était pas nihiliste. Sioran, il avait le goût de la langue, il faisait du style. C'était un styliste, c'était pas un nihiliste, Sioran. Il a vécu jusqu'à la fin, et il n'aurait pas perdu 5 secondes de sa vie de vieillard, tellement il aimait la vie. Donc, on n'a rien à perdre. Nous sommes tous éphémères, nous sommes là. De quoi on a peur ? Il n'y a pas à avoir peur. Il y a à inventer, il y a à travailler, il y a à créer de nouveaux rapports. Et nous, dans cette revue, c'est à ça qu'on aspire.
Et cette revue, c'est qu'une goutte d'eau. Vous le disiez, il y a plein de gens qui pensent comme cela. Nous, c'est dans le domaine de la poésie, de l'échange artistique. Et cette revue, elle rayonne un petit peu maintenant parce qu'on a fait un deuxième tirage. On va vers les 3000 exemplaires, ce qui est pas mal pour une nouvelle revue. Et ça pour nous, c'est une exaltation, parce que ça nous ouvre tellement d'horizons et d'espoir. L'espoir, c'est pas naïf, l'espoir. Il y en a qui disent, c'est Topor, c'était mon copain Topor. Topor, il disait, les optimistes, c'est des pessimistes qui ne regardent pas les actualités. Eh bien, moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'un optimiste, c'est quelqu'un qui a décidé d'être dans l'action. C'est un acte. Et si vous êtes dans le pessimisme, vous vous enfermez et puis vous êtes hors jeu. Quand on est dans une action, on est forcément optimiste. Sinon, on ne fait rien. Alors, n'ayons pas peur, donc, merci. Et vous pouvez retrouver Hubert Haddad là tout de suite, qui va vous signer ses livres et la revue appelée. Merci Hubert, merci infiniment.